92. Et à ce déclin de l'islam en tant que tel correspond aussi le déclin du dialogue entre l'islam et le christianisme, puisque on peut penser évidemment au Moyen-Âge à saint Thomas d'Aquin, effectivement, qui cite Averroès régulièrement, ou d'autres, Avicenne. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que jusqu'à, grosso modo, les orientalistes comme Massillon, il ne se passe rien dans les échanges culturels entre l'islam et le christianisme. Alors, est-ce que c'est dû au déclin de la civilisation musulmane? Est-ce que c'est dû à un repli de chacune des deux civilisations? Est-ce que c'est dû à un refus? Qu'est-ce qui explique ça? Je vais voir, M. Brasse, comment vous expliquez ça? Je suis un petit peu gêné parce que j'ai trouvé la question que votre voisine a posée tout à fait bonne. Oui, j'aimerais bien. Bon, vous dites, la philosophie médiévale faisait souvent référence aux penseurs arabo-musulmans, la philosophie théologique chrétienne médiévale faisait souvent référence aux penseurs arabo-musulmans pour s'y confronter ou s'y opposer. C'est tout à fait exact. J'ajouterais même que ce n'est pas uniquement pour s'y confronter ou s'y opposer, c'est pour leur emprunter en citant, en disant, bon, ça je l'ai trouvé chez Avicenne, ça je l'ai trouvé chez Averroès, merci, coup de chapeau. Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Il n'y a pas Thomas d'Aquin, que vous avez cité, est un très bon exemple. Il discute pied à pied avec Averroès. Bon, même parfois, il lui envoie une vanne. Il dit que c'est plutôt le corrupteur de la philosophie aristotélicienne que le véritable interprète. Mais ce n'est pas Averroès qui disait, c'était des compatriotes et des coreligionnaires à lui qui avaient donné d'Averroès une interprétation extrême, qui n'était pas celle que partageait saint Thomas d'Aquin. Donc il y a un emprunt d'idées tout à fait considérable, si vous voulez, même si, il ne faut pas exagérer, même si les sources principales de saint Thomas d'Aquin, c'est saint Augustin, ce sont les pères de l'Église, la Bible n'en parle pas, ça c'est évident, et Aristote, mais un Aristote qu'il a connu en partie, en fait, il pouvait déjà utiliser des traductions faites directement sur le grec. Mais enfin, on a une tradition d'études. Pardon? Ça l'arrangeait pas, ça l'arrangeait moins. Il s'en est accommodé, il s'en est accommodé. Par Averroès, quand même. Ah, bien sûr, oui, mais certainement. Il est pas que saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, tout à fait. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a un philosophe de grande importance aussi, qui était un Anglais, un Écossais, Jean Dance, qu'on appelait Scott, parce que justement, il venait du nord de l'Angleterre. Et alors lui, c'était un avicénisant, un fan, si vous voulez, un groupie d'Avicenne. Pour lui, le philosophe, c'était Avicenne. Bon. Il y a des phénomènes analogues. Par exemple, saint Thomas utilise largement Maïmonide. Toute sa connaissance, la connaissance qu'il a de l'apologétique musulmane, de ce qu'on appelle le kalam, ça peut-être un petit peu long d'en parler ici, bon, ça lui vient de Maïmonide. Toute sa réflexion sur les raisons des commandements dans l'ancienne alliance, en particulier les commandements un petit peu bizarres qu'on a du mal à justifier, ça lui vient directement de Maïmonide. Bon. L'ennui, si vous voulez, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de réciprocité. Et il n'y a pas eu de réciprocité, je ne veux pas dire qu'il aurait dû y en avoir une, il n'y a pas eu de réciprocité parce que les penseurs islamiques se suffisaient à eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de chercher en Occident. Et d'ailleurs, ils regardaient un petit peu l'Europe de haut. Écoutez, c'est très amusant, justement, dans Maïmonide, là où il explique la raison des commandements, il y a un passage à hurler de rire, dans lequel on voit le retournement exact de tous les clichés que les crétins du Nord ont sur ceux du Sud. Là, c'est vraiment le cliché du crétin du Sud sur le Nord. À savoir, en Europe, c'est sale. C'est sale. Pourquoi? Parce qu'ils élèvent des cochons. Et donc, en Europe, où l'on élève des cochons, les villages sont aussi sales que des chiottes. Bon. C'est un type qui écrit d'Égypte, qui dit ça sur les gens de Ifranj. Ça ne veut pas dire seulement la France, mais l'Europe. Bon. Alors, il y a cette attitude-là. Les gens du Nord, ça serait vraiment bizarre qu'ils aient des choses à nous apporter. Et il n'y a pas eu, me semble-t-il, d'échange philosophique dans le sens, Europe vers
nord de la Méditerranée vers le sud, avant une date très récente. Et alors là, il y a même un exemple d'une sorte de dialogue raté. C'est Ibn Sab'in. Ibn Sab'in était ce qu'on va le qualifier de soufi, ce qu'on va le qualifier de philosophe, ça m'est égal. Bon. Il reçoit, comme semble-t-il, pas mal d'intellectuels du monde musulman, une sorte de circulaire de personnes de moindre que l'empereur Frédéric II, celui qui vivait à Palerme, qui était une espèce d'esprit multiculturel, fantastique, connaissait le grec, connaissait l'arabe, le latin évidemment. Et il pose une question comme ça aux intellectuels sur une série de questions, alors sur le statut de l'âme, sur l'immortalité, des questions vraiment philosophiques. Nous allons conserver une seule réponse, et c'est justement celle de Ibn Sab'in. Et là c'est triste parce que Ibn Sab'in, qui lui-même n'était pas un philosophe de toute première qualité, traite vraiment l'empereur comme un petit gosse dont il corrige la copie. Bon, là, il y a une grosse confusion logique. Hein. C'est vraiment retourner à l'école. Il traite vraiment ça de haut. C'est dommage. Hein. C'est ce qu'aurait pu être une sorte de dialogue, et puis qui est raté. Hein. En l'occurrence, bon, c'était parce que c'était Ibn Sab'in. Ce qui se passe de l'autre côté n'était peut-être pas meilleur. En tout cas, il n'y a pas eu tellement ça. Vous partagez ce diagnostic, M. Chuel? Absolument. Je dois dire que la complexité du débat que nous avons là, c'est que nous traversons en un clin d'œil des siècles et des siècles. Je pense que pour la clarté du propos, il faut que nous situions à chaque instant, si vous voulez, la tranche qui nous intéresse et pourquoi nous la choisissons. Parce que sans quoi on part dans une confusion terrible, du genre l'islam 14 siècles, il a été ceci ou cela. Ben, souvent il n'a été ni ceci ni cela, parce qu'il est tout ça en même temps ou il n'est pas du tout à d'autres moments. Donc la difficulté elle est là, c'est qu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, en effet, et peut-être c'est un peu difficile à concevoir aujourd'hui, y compris en France, à commencer même par la France, je dirais, que les Arabes, les philosophes arabes, toute obédience confondue, y compris les chrétiens arabes, y compris ceux qui sont convertis. Mais enfin, il y a quand même le lien, c'est que c'est la culture arabe qui commence, c'est donc le Coran en langue arabe, né en arabe et dicté en arabe, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et c'est l'islam, la progression de l'islam. Donc le Coran comme vecteur intellectuel, culturel, tout ce que vous voulez, et l'islam comme espace de civilisation. Ces deux facteurs-là, on les retrouve de manière récurrente. C'est l'élément stable. Eh bien, qu'on dise qu'ils ont été mauvais là, que tel type, Ibn Sab'in a été moins bon philosophe que d'autres, ce qui est vrai, et qu'il a traité d'une manière un peu légère un empereur occidental, il n'y a pas de doute, le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau structurel. Et qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas la capacité de comprendre que les Arabes n'étaient pas le passé plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui, déjà ça, je ne comprends pas au niveau de leur raisonnement logique qu'on ne puisse pas comprendre ça. Qu'on ait un tabou à entendre la civilisation comme un cycle, c'est sinusoïdal, c'est cyclique, par définition, que les Grecs avaient existé par le passé, on nous avait dit que les Grecs n'étaient pas un grand peuple. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont une mine très, très, très palichonne, notamment sur le plan économique. Bon, et que, inversement, les médecins, les poètes, les grands poètes perses, par rapport à la situation de la Perse d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Autant la Perse nous a inspiré à un moment donné. Et ce n'est pas le fait des orientalistes. C'est parce que la Perse avait déjà donné ça. C'est pas parce qu'il y a eu des orientalistes qui se sont emballés pour Averroès que Averroès était grand. Non, il était d'abord grand. Et après, il y a des gens qui ont vu sa grandeur. Il ne faut pas confondre. Maintenant, on dit Averroès a été contesté par la Sorbonne. Il a été mis au pilori par l'Église. Il a été abandonné comme corpus d'enseignement. Ou Avicenne et d'autres grands penseurs, et sans doute, c'est possible, mais c'est aussi la compétition entre les nations, elle est au niveau intellectuel, au niveau scientifique.
Averroès ne peut pas répondre ad vitam aeternam à toutes les questions de l'humanité. Il faut être sérieux. Il ne faut pas attendre Ernest Renan au XVIIIe siècle pour apprendre ça, soit parce qu'il était focalisé là-dessus. Donc moi je dis, toujours, il faut avoir 2, 3 focales différentes pour analyser les phénomènes culturels. Si on parle des individus, moi j'accepte toutes les évaluations sans aucun problème. D'accord. Si on parle des guerriers, moi j'ai dans un livre qui s'appelle Le sujet en islam, j'ai établi qu'il y avait 3 grands corps sociaux qui ont conduit l'islam depuis le début jusqu'à nous. D'abord, évidemment, le corps des théologiens, le corps des califes, les califes c'est le pouvoir politique, et puis un troisième corps qui est le corps des savants, c'est le penseur. Et donc les 3 corps, on trouve que les 3 tout le temps, depuis le début jusqu'à nous. Donc le calife, c'est-à-dire l'équivalent du président à vie aujourd'hui, ou des despote ou du roi, il s'entoure tout de suite par le théologien pour rendre halal, si je puis dire, pour lui donner des fétoires positifs pour les actions qu'il mène par rapport à la population. Et derrière, il y a le marchand. Je dis le savant, c'était dans le deuxième siècle. Il est malheureusement toujours au-dessus du marchand, du théologien et de l'homme politique. Il y a le marchand qui fournit la... Et donc, selon les périodes, une bonne gouvernance peut être équilibrée entre les 3 corps sociaux importants, et on a l'ouverture d'observatoires importants, et donc une sorte de science désintéressée, une sorte de réflexion désintéressée, c'est-à-dire qu'on construit un observatoire pour observer le ciel. C'est pas plus désintéressé que ça. À cette époque-là, aujourd'hui c'est un peu plus intéressé, mais avant c'était totalement désintéressé. On construit des hôpitaux, on construit des universités avec des chambres d'étudiants, etc. C'était désintéressé. C'était pour la transmission. On traduit toutes les œuvres, une grande partie des œuvres grecques, c'était désintéressé. C'était la curiosité intellectuelle, c'était le fait qu'ils ont compris que la science était une sorte un Coran appliqué, en quelque sorte, pour les musulmans. Alors, peut-être un petit point technique à propos de... Parce que c'est quand même important aussi pour les musulmans et les catholiques d'hier et d'aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les moyens de salut. Donc, pour rentrer au ciel, alors ce sera peut-être un peu long, mais peut-être très rapidement, envisagé par les catholiques pour les musulmans et réciproquement. Savoir, parce que j'imagine que ça a des implications aussi sur le comportement pratique des gouvernements chrétiens sur les musulmans et réciproquement. Je ne sais pas si ça vous inspire, visiblement pas trop. Je vais répondre en une phrase et ensuite je vais reprendre ce qui a été dit. Très bien. Selon l'Église, je ne suis pas théologien. Moi je dirais, si j'ai bien compris mon catéchisme, il est assez ancien, le moyen de salut pour les non-chrétiens est le même, que ce soit pour les musulmans, les mormons ou les bouddhistes, c'est écouter la voix de sa conscience morale et y obéir. Point. Je reviens à ce qui a été dit auparavant. Alors, Averroès, excusez-moi, c'est un de mes amis, Averroès, si je puis dire. Donc, un très grand type. Comme le commentateur d'Aristote le plus précis, le plus scrupuleux, un très grand bonhomme. Il a été reçu en Europe. C'est en Europe que l'on a eu Averroès, chez les Juifs et chez les chrétiens. Dans son pays, vous connaissez le proverbe, nul n'est prophète dans son pays, il a été à peu près oublié. Sauf un petit peu comme juriste, parce que la philosophie n'était pas son boulot. Hein. Son véritable métier, c'était d'être juriste, et un juriste de très très haut niveau. Hein. Mettons, je ne sais pas, premier président de la Cour de cassation. Bon, le grand cadi de Corpus, c'était pas n'importe quoi. Mais comme philosophe, bon. Et là, il y a un paradoxe, si vous voulez. Ce grand bonhomme, justement parce qu'il était très bon, et Malek Chevel l'a dit, il n'y a pas que lui. L'ennui, c'est qu'il y a des gens qui ont cru qu'il n'y avait que lui, et qu'il n'y avait que Aristote, tel que Averroès l'interprétait, ce qui fait que dans l'histoire des idées, c'est affreux à dire, mais il a eu un rôle réactionnaire. Il a bloqué les choses sur l'aristotélisme. Les adversaires de Galilée, les gens de Padoue,
Les aristotéliciens de Padoue, le fameux Crémonini, tout le monde a vu la pièce de Brecht, qui d'ailleurs bon,